Eh bien, je vous remercie de votre invitation. Je vous remercie tous d'être venus. Félicitations à Mediapart. 10 ans, c'est beaucoup. Le succès nous impressionne tous. C'est un bon modèle à suivre. Mais je vais m'enfoncer dans mon propos qui ne concerne pas le journalisme, mais plutôt les bibliothèques, les livres et bien sûr le numérique. Au risque de prêcher pour ma paroisse, je vous avoue que je ne crois point aux jérémiades qui annoncent la mort du livre et l'obsolescence des bibliothèques. Aux États-Unis, la production de livres imprimés reste stable à un très haut niveau, plus de 300 000 nouveaux titres par an, et cela depuis 2010, malgré la production de livres électroniques qui commence même à baisser. Et nos bibliothèques sont bourrées de lecteurs. L'histoire du livre nous apprend qu'un nouveau moyen de communication ne chasse pas les médias qui existent déjà, du moins dans la courte durée. L'édition manuscrite a fleuri pendant 2 siècles après Gutenberg. La télévision n'a pas tué le journal et Internet n'a pas liquidé la télé. Les livres, les bibliothèques ont un rôle crucial à jouer dans l'avenir de l'écosystème numérique, pourvu que l'intérêt public soit défendu. Mais cela n'est pas certain. Il s'en faut de beaucoup. Jetons un coup d'œil sur l'histoire des bibliothèques. Dans le cas de l'université de Harvard, la bibliothèque existe depuis 1638. Un certain John Harvard, dont nous savons très peu, légua sa collection de 400 livres à la petite académie établie en 1636. Dotée subitement de la plus grande bibliothèque dans l'Amérique du Nord, 400 livres, l'Académie a pris le nom de son bienfaiteur. Nous constatons aujourd'hui que l'université s'est accrue autour de sa bibliothèque, qui en forme le cœur et qui diffuse l'énergie intellectuelle à tous ses membres. Avec un fonds aujourd'hui de 20 millions de livres, Harvard possède la plus grande bibliothèque universitaire du monde. Mais disposer d'une si riche bibliothèque constitue une responsabilité. Ne devrions-nous partager cette richesse avec tout le monde? Ne pouvons-nous démocratiser l'accès à la culture? À l'âge des Lumières, Condorcet se fiait à la force des livres comme moteur du progrès. Et son ami Thomas Jefferson était d'accord. Je cite, « Le champ du savoir, disait-il, est la propriété commune du genre humain. » Fin de citation. D'après Condorcet et Jefferson, les républiques de France et d'Amérique dépendaient de la République des lettres, c'est-à-dire de la production et diffusion des idées grâce à la liberté de la presse. Bien sûr, cet accès au savoir ne pouvait pas dépasser les limites de la technologie héritée de Gutenberg. Au XVIIIe siècle, la plupart des hommes
et surtout des femmes, ne savaient pas lire et la plupart des lecteurs ne pouvaient pas payer le prix d'un livre. Mais aujourd'hui, nous disposons de l'Internet. Il nous est possible de réaliser ce qui n'était qu'un rêve utopique au siècle des Lumières. Considérons par exemple la différence entre deux grandes encyclopédies dont les dates de publication sont séparées par 250 ans. L'encyclopédie de Diderot, la Bible des Lumières, passait pour un miracle de production intellectuelle à l'époque de Louis XV. 17 volumes in folio de textes préparés par 200 contributeurs. C'était étonnant. Mais elle coûtait 980 livres, l'équivalent de 2 ans et demi de gage pour un ouvrier ordinaire. Aujourd'hui, Wikipédia consiste en 30 millions d'articles fournis par 77 contributeurs et elle est consultée par 365 millions de lecteurs qui ne paient pas un sou. Malheureusement, les avances vers l'idéal de l'accessibilité se heurtent contre une tendance contraire, car l'accès aux connaissances est souvent fermé. Permettez-moi de vous poser une question. Quel est le prix moyen d'un abonnement à un journal de chimie aujourd'hui? Réponse, 4 044 $ par an. Quel était le prix en 1970? 33 $. L'augmentation du prix est 4 fois plus fort que le taux de l'inflation. Un abonnement au Journal of Comparative Neurology coûte 30 860 $ par an, soit l'équivalent de 600 monographies. 3 maisons d'édition, Reed Elsevier, Wiley Blackwell et Springer, publient 42% de tous les articles scientifiques et elles en tirent des bénéfices énormes. En 2016, le bénéfice d'Elsevier montait à 39% des revenus de 2,1 milliards de livres sterling, rien que pour ces journaux en sciences, technologie et médecine. La hausse des prix des journaux n'est qu'un exemple d'un conflit entre deux tendances fondamentales, la démocratisation et la commercialisation. Je simplifie, bien sûr, et je ne veux pas suggérer que le cyberespace est menacé d'une guerre manichéenne, car il s'agit en fait de trouver un équilibre équitable entre le bien public et les intérêts privés. Mais c'est de l'opposition de la démocratisation et de la commercialisation que dépend l'avenir de l'écosystème numérique. Prenons l'exemple de Google. En 2004, Google commença à numériser les collections des bibliothèques de recherche aux États-Unis. Au début, il ne s'agissait que d'un service de recherche. Grâce à son logiciel et à sa base de données composée de livres numérisés, Google proposait de fournir de l'information pertinente accompagnée d'extraits des textes à l'utilisateur. Une association d'auteurs et une autre d'éditeurs répondirent
par une poursuite en justice pour infraction à leurs droits. Il en résulta 4 ans de négociations secrètes et à la fin, un accord qui transforma le service de recherche en une bibliothèque commerciale. En vendant accès aux textes numérisés, Google toucherait 35% des revenus, les ayant droit 65%. Nous, les bibliothèques, seraient obligés d'acheter l'accès à nos propres livres sous forme numérique. Nous avions fourni nos livres gratuitement à Google et le prix de l'abonnement à sa base de données pourrait augmenter aussi vertigineusement que les prix des journaux, sans aucun contrôle du public. Heureusement, une cour fédérale à New York cassa l'accord en le condamnant pour violation des lois antitrust. Et en effet, Google était en train de créer un monopole d'une nouvelle espèce, un monopole d'accès à l'information numérisée. On ne peut pas s'empêcher d'admirer l'audace de Google, numériser tous les livres du monde. Ne pourrait-on pas faire quelque chose de semblable, mais dans un autre sens, pour démocratiser l'accès aux connaissances? Ça, c'est l'entrée principale de la bibliothèque publique de Boston, libre pour tout le monde. Il existe donc une tradition d'accès libre à l'information dans nos bibliothèques, mais il faut, à mon avis, faire cela dans le domaine numérique. Nous pouvons, en effet, rendre accessibles tous les fonds de toutes les bibliothèques à tous les citoyens. C'est le but de la Digital Public Library of America, DPLA. Je vais donc vous parler de cette nouvelle bibliothèque numérique. Le 1er octobre 2010, bien avant la décision contre Google par la Cour fédérale, nous avons convoqué à Harvard une quarantaine de chefs de fondation, de directeurs de bibliothèques et d'informaticiens pour discuter de la possibilité de créer la DPLA. Les fondations ont promis de trouver de l'argent, les bibliothèques se sont engagées à fournir les livres et nous avons lancé un grand débat à l'échelle nationale. Il y avait des réunions avec plusieurs centaines de participants à San Francisco, Chicago et Washington. Des artistes tels que celui que vous voyez ici suivaient les discussions et représentaient par image les suggestions au fur et à mesure des interventions du public. Ça, c'est un exemple donc de quelques images griffonnées par l'artiste pendant les débats. Les débats donc se poursuivaient par email, listservs, websites, wikis et blogs. Il y avait streaming, texting et tweeting. Je vous demande pardon des anglicismes. Et le secrétariat à Harvard coordonnait les préparations de façon que la DPLA a été lancée avec succès le 18 avril 2013. Après 5 ans, nos collections comprennent 18 millions d'objets fournis par 1000
600 institutions éparpillées dans les 50 États des États-Unis. Les textes existent en plus de 500 langues et ils ont été consultés par des millions de personnes dans tous les pays du monde, sauf un, la Corée du Nord. En cliquant sur le site Internet que voici, vous pouvez consulter toutes sortes de textes et vous pouvez également faire des recherches dans une base de données en suivant une série de dates ou de noms de lieux. Vous pouvez visiter des expositions virtuelles qui sont fréquemment utilisées dans les lycées. Et vous disposez de beaucoup d'applications mobiles, c'est-à-dire des outils de recherche créés par des particuliers et attachés à la DPLA par des hyperliens. Comment envisager la DPLA? Voici notre mission telle que nous l'avons définie. Il ne faut pas imaginer un édifice monumental construit sur une base de données gigantesque. Au contraire, la DPLA est ce qu'on appelle un système distribué, c'est-à-dire un réseau électronique qui lie les collections numérisées dans plusieurs centaines de bibliothèques, archives et musées, de façon que l'utilisateur puisse avoir accès immédiat aux documents qu'il cherche. Du point de vue juridique, la DPLA est une association à but non lucratif avec un conseil d'administration. Elle est gérée par une petite équipe de spécialistes dont la plupart travaillent dans un bureau à Boston, mais elle est loin d'être bureaucratique. Vous savez, le mot bureau bureaucratique a été inventé en France en 1746. Donc nous sommes au cœur des systèmes bureaucratiques et nous, à la DPLA, nous tâchons de l'éviter. C'est une organisation horizontale et composée par des centres autonomes qu'on appelle moyeux ou hubs. Les moyeux dits de contenu, content hubs, tels que Harvard, la Bibliothèque publique de New York et la Smithsonian Institution, approvisionnent la DPLA de leur immense collection numérisée. Les moyeux de service, Service Hubs, développent des réseaux au niveau des villes en leur aidant à numériser ce qui représente la culture locale. Il y en a actuellement 20 et nous comptons en créer dans chacun des 50 États des États-Unis. Ils travaillent surtout avec les bibliothèques publiques. On invite tout le monde dans une petite ville ou dans un quartier urbain à apporter leur collection familiale, des photos, lettres ou autres documents à la bibliothèque. On les scanne, on leur fournit des métadonnées, on les préserve dans des répertoires numériques et on les intègre dans le système national qui s'accroît organiquement, tandis que la vie culturelle de la communauté s'enrichit autour de sa bibliothèque. Bien sûr,
La DPLA ne peut pas se lier directement à chaque localité des États-Unis. Elle utilise des volontaires, ce qu'on appelle Community Reps, dont il y a déjà 300 éparpillés dans tous les États. La Fondation Gates subventionne un projet pour perfectionner l'expertise des bibliothécaires locaux dans le domaine de la numérisation et de la préparation des métadonnées. Ces images vous font voir le résultat dans un cas précis, l'État de Minnesota, où vous pouvez étudier l'agronomie et l'histoire locale dans un réseau de petites villes. Donc, il y a une capacité pour faire des recherches, pour s'informer assez développée. Le public visé par la DPLA est donc très divers. Il comprend des chercheurs universitaires, des écoliers et étudiants à tous les niveaux, des lecteurs du troisième âge et toutes sortes d'individus qui ont besoin de renseignements ou qui désirent simplement satisfaire leur curiosité. L'infrastructure technologique de la DPLA est aussi le résultat d'un travail de volontaires. Nous avons lancé un appel à tous les informaticiens en Amérique. 1100 personnes ont répondu. Une commission d'experts a choisi les meilleures idées et après 2 ans et demi, on a construit un modèle, puis un système qui fonctionne parfaitement depuis le lancement de la DPLA en avril 2013. La technologie a été dessinée pour être compatible avec Europeana, l'organisation qui s'efforce d'agréger les collections numériques dans les 28 nations européennes. Ainsi, malgré son nom, la DPLA n'est pas uniquement américaine, car elle fera partie, nous espérons, d'un système international, c'est-à-dire d'une bibliothèque numérique gratuite et globale. Je pense que cette bibliothèque existera dans 10 ans. Plusieurs particuliers, ce sont des modèles, mais je m'en passe. Plusieurs particuliers, surtout des informaticiens indépendants, ont inventé des applis ou outils électroniques qui peuvent être utilisés par tout le monde grâce à notre API, Application Programming Interface. Voici par exemple Bookshelf, un outil qui favorise la sérendipité, découverte par heureux hasard. Vous voyez là, vous voyez sur votre écran l'image du livre que vous cherchez, comme s'il était rangé avec d'autres livres qui traitent du même sujet sur un rayon virtuel, ici représenté verticalement. Vous cliquez sur l'image d'un livre voisin et vous pouvez le consulter. C'est une sorte de dégustation de texte qui permet de faire des découvertes inattendues. Voici d'autres exemples d'applis développés par des particuliers. Un montage d'images de guitare, un plan de Chicago qui permet d'étudier en détail tous les quartiers de la ville. En encourageant ce genre de créativité chez ses utilisateurs, la DPLA essaie de se lier
au public et d'établir des rapports qui vont dans les deux sens. Au lieu de traiter les utilisateurs comme autant de lecteurs passifs, elle voudrait en faire des collaborateurs. Parmi ces programmes de sensibilisation du public, la DPLA travaille avec des lycées. Elle leur fournit des dossiers de documents et d'images adaptés à des cours d'instruction et elle va collaborer avec la PBS, si vous voulez, Radio France Culture, qui a déjà développé un service pédagogique. En 2015, le président Obama inaugura un programme qui nous permet de fournir gratuitement des livres électroniques avec l'accord des maisons d'édition et même des appareils aux jeunes gens des quartiers les plus pauvres à New York et quelques autres villes. En soulignant les succès de la DPLA, je ne devrais pas négliger les problèmes qu'on doit résoudre. Les fondations privées continuent à la soutenir généreusement, mais à la longue, elle doit établir une base financière solide. Nous y travaillons. Il y a de bonnes possibilités. Il faut penser à Mediapart, mais bien sûr, ça sera une bibliothèque gratuite pour le grand public. Et nous sommes déterminés à maintenir notre infrastructure technologique au plus haut niveau, ce qui n'est pas facile à cause des changements continuels dans l'écosystème numérique. Il faut recruter du talent et perfectionner l'administration. Mais, curieusement, notre plus grand problème concerne la jurisprudence. Nous respectons les droits d'auteur, ça va de soi. Pourtant, ces droits s'étendent si loin dans le temps, la vie de l'auteur plus 70 ans, que la plupart des livres du XXe siècle, tous ceux publiés après 1964 et la plupart de ceux publiés après 1923 sont exclus de la collection de la DPLA cette collection qu'elle rend accessible au public. C'est-à-dire la plus grande partie de la littérature du XXe siècle n'est pas disponible. Aux États-Unis, nous pouvons profiter de la provision appelée Fair Use, c'est-à-dire l'article 107 de la loi sur le copyright de 1976, qui permet la reproduction de textes sans la permission des ayants droit pour certains buts non lucratifs, tels que la pédagogie. Plusieurs tribunaux civils ont rendu des jugements favorables à une interprétation généreuse de fair use, mais le terrain juridique reste incertain. Je sais que la France a fait des progrès dans ce sens-là, mais je parle en tant qu'auteur. Il me semble que les droits d'auteur sont exagérés. Il existe aussi des droits du public. Bref, je ne crois pas que les forces de la commercialisation soient destinées à monopoliser l'accès aux connaissances par le moyen d'Internet. La DPLA témoigne d'un esprit public qui est à la fois utopique et pragmatique. Elle s'inspire de la philosophie des Lumières, mais elle se consacre de façon concrète et utilitaire aux besoins du XXIe siècle. Loin d'être une version virtuelle de la bibliothèque du Congrès, elle est une bibliothèque d'un nouveau genre, non seulement par rapport à la technologie, mais dans son organisation et son esprit. Elle représente la démocratisation de l'accès à la culture
Si elle réussit, elle mettra le patrimoine humain à la portée de l'humanité entière. Je vous invite à participer à cette tâche en soutenant vos propres bibliothèques et je vous remercie de votre attention.